Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Lac. C'est votre rendez-vous du jeudi, le dernier de l'année, 14h-15h. Nous parlons économie, c'est quand vous le souhaitez. Pendant les fêtes de fin d'année, vous pouvez revoir les 42 émissions sur onetv.ch. On va parler de plein de très belles choses et notamment de montres. Ça, c'est un cadeau de Noël vraiment superbe. Des montres locales et innovantes. Il y a des marques qui, justement, se démarquent et nous le verrons dans le courant de cette émission. Les jeunes qui vont aider les océans, à moins d'ailleurs que ça ne soit l'inverse, une très belle initiative. Ça s'appelle Pacifique. Vous allez découvrir ça également dans la troisième partie de cette émission. J'aimerais également dire bonjour à Morgane Tingley autour de cette table. Oui, bonjour. Vous êtes responsable de projet politique à la CCIG. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette dernière émission de l'année. Avec plaisir. Ça va, je vous ralentis pas trop sur les derniers achats avant Noël? Non, c'est plutôt les dernières tâches avant Noël. Les achats, ça, c'est géré. Les tâches politiques, tiens, à la CCIG, ils sortent jamais du travail. Que voulez-vous, Morgane Tingley? Et nos premiers invités, les voici. Bienvenue. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Bonjour Romain Chuard. Et bonjour Léo Chuard. Bonjour. Vous êtes l'éco-directeur de Chuard Électricité. Ça tombe bien, on va se poser une question avec vous. Le marché de l'électricité est-il sous haute tension? Parce que forcément, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut économiser de l'électricité. Mais qu'est-ce que vous constatez, vous, aujourd'hui, dans le contexte électrique? Écoutez, on remarque que l'électricité est vraiment enclin à proposer une transition énergétique pour le renouvelable. C'est pour ça qu'on compose souvent les bâtiments maintenant avec des panneaux photovoltaïques, donc des panneaux solaires. Et on voit que de plus en plus, justement, des installations de bornes de charge, de systèmes Eco21 sortent actuellement. Et c'est vrai qu'actuellement, le marché est sous tension. Ouais. Ça, c'est un enjeu aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques, le fait d'avoir immédiatement de l'énergie un peu plus renouvelable? Alors, je pense que ce sujet était déjà lancé il y a quelques temps. Et que finalement, les derniers événements qui sont produits en Ukraine, etc., ont juste fait accélérer les choses. Mais en effet, je pense que c'est une belle alternative pour avoir de l'énergie le plus rapidement possible. Mais pour être honnête, est-ce que ça veut dire qu'on a un peu loupé le coche en se disant « de toute façon, tout va bien se passer », puis aujourd'hui, on se dit « zut, en fait, il faut ça hier, quoi ». Ouais, c'était un peu le cas là. Justement, c'est souvent dans le moment de crise qu'on se rend compte, mince, on a fait les choses un peu fausses. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on peut voir que l'État de Genève s'active et commence à mettre un peu la pression concernant les subventions et autres, en commençant à menacer du fait qu'elles vont être terminées, que les subventions ne seront plus là bientôt. Et puis c'est vrai qu'on a remarqué qu'on manque le coche au moment où c'était compliqué. Oui, mais là, actuellement, l'État de Genève, je pense, fait juste de vouloir bouger les choses maintenant. Et vous, est-ce que vous êtes prêt à installer autant de panneaux solaires d'un coup? Parce que ça demande des composants, ça demande des formations également pour vos équipes. Alors c'est sûr qu'il y a un gros manque de main-d'œuvre actuellement en termes de formation, et aussi il y a un manquement en termes d'approvisionnement parce que, comme vous l'avez dit, certains matériaux viennent de plus ou moins loin, et on a pu voir que, dû à la guerre en Ukraine, l'approvisionnement notamment des matériaux chinois qui étaient à la base, justement la majorité des composants pour le photovoltaïque sont compliqués à acheter et surtout à s'approvisionner, et du coup maintenant on va aller passer sur un marché beaucoup plus local en termes d'approvisionnement. On voit que maintenant en Allemagne, en Israël, ça reste encore un peu loin, ou encore en Italie, certaines choses se font pour les photovoltaïques, les pompes à chaleur, bornes de charge et autres. Pour le même prix que le matériel chinois? Alors pour l'instant, on est sur une transition où c'est encore un peu plus cher, mais finalement on va s'y retrouver parce que le matériel chinois est beaucoup plus cher à l'approvisionnement en termes de frais de douane et de délais aussi de livraison qui sont vraiment des points importants maintenant. Et voilà. Et puis du coup, on s'y retrouve gentiment vers des marchés beaucoup plus locaux. Je vois le studio Morgane Tingley qui prend des notes. Vous voulez réagir? Oui, c'est plutôt par rapport à la situation du marché global, en fait, de l'énergie qui est en fait tendu. Ça, c'est l'Office fédéral de l'énergie qui le dit justement. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Donc cet hiver est rempli d'incertitudes, mais il semblerait que le risque est plus ou moins modéré. Par contre, la vraie question, c'est pour l'hiver prochain. Et en fait, c'est surtout un message à destination des entreprises. C'est vraiment de pouvoir se préparer et de prendre ce temps, de vraiment se préparer activement. Donc ça veut dire déjà pour cet hiver de prendre toutes les mesures qui sont possibles. Mais aujourd'hui, si vous voulez investir dans des matériaux, typiquement des générateurs ou des panneaux solaires, il y a des complications, mais il faudra profiter de cette année en plus pour pouvoir se préparer de manière efficace. Et il ne faut pas
procrastiner dans la préparation. Alors, les entreprises qui ne possèdent pas les locaux, ou même d'ailleurs celles et ceux qui nous écoutent, qui, comme moi, comme beaucoup de monde, on est locataire, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments-là? On n'a pas beaucoup de levier. À quel niveau? Pour pouvoir avoir un réel impact sur l'économie d'énergie de l'endroit où l'on vit ou alors l'endroit où l'on travaille. Alors l'important, je pense, c'est de prendre les choses étape par étape. Voilà, on voit que justement le parc Genevois était en grand manquement au niveau énergie renouvelable, et on peut voir que maintenant ils essaient de mettre l'accent dessus en sachant ils seront sûrement la locomotive pour tout le reste. Et chacun doit à sa manière essayer d'impacter justement le monde par rapport à ça. Après, c'est sûr que par rapport globalement, on sera qu'une petite fourmi dans l'échiquier, mais c'est vrai qu'il faut tous qu'on commence maintenant. Petits acteurs comme grands acteurs, tous ensemble. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a ce véritable enjeu. Morgane Tinguely le disait, on a une année encore, parce que c'est vrai qu'il y a ces incertitudes qui vont perdurer. Qu'est-ce que vous proposez? Alors moi, je vous appelle, je dis, voilà, ça m'inquiète, l'avenir m'inquiète, et qu'est-ce que vous me proposez? Sur le photovoltaïque, par exemple, c'est vrai qu'on a mis un point d'honneur à mettre ça en avant finalement et à pouvoir développer cette partie de l'électricité. Je dirais que c'est vraiment quelque chose sur lequel on sera efficace dans le curriculum, on l'est déjà d'ailleurs, et tous les services qui s'y rapportent finalement. Puis le but, ça va être surtout d'adapter l'offre à votre situation. Certains auront des moyens, plus ou moins de moyens. Puis on va essayer de dire, il y aura peut-être un avantage sur certains cas à mettre du photovoltaïque dans certains bâtiments, d'autres peut-être un peu moins. Et certains, il faudra peut-être coupler aussi en changeant les systèmes de chaufferie, là maintenant qui sont mis sous pression actuellement. Et du coup, on va essayer de voir aussi un peu à notre manière, mais une offre globale adaptée aux clients en fonction de qui on est, un institutionnel, un privé, ou autre encore. Ou alors peut-être quelqu'un qui écoute la radio, qui regarde la télé, parce qu'on n'a pas fini de parler de ce sujet. Restez avec nous. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Le marché de l'électricité est-il sous haute tension? On continue de se poser la question avec les co-directeurs de Chuard Électricité, les bien nommés Léo Chuard et Romain Chuard. Justement, c'est une entreprise familiale, on le comprend facilement. Est-ce qu'il y a, par rapport à des plus gros acteurs, des points forts, mais soyons honnêtes aussi des points faibles, à être une entreprise familiale sur ce marché? Alors, on a voulu rester absolument une structure à taille humaine, c'est-à-dire qu'on reste on reste des gens de proximité. La gestion de proximité est hyper importante parce qu'on a vu beaucoup de gros acteurs qui avaient certains avantages parce qu'ils étaient capables d'assumer des plus gros chantiers, mais en termes de qualité, ça pouvait parfois lésiner un peu. Et on a remarqué que cette structure qui reste familiale et à taille humaine est le parfait compromis entre qualité et il faut être honnête, et rentabilité. Voilà. Vous n'allez pas me dire le contraire de toute façon. Non, j'évite en tout cas. Mais est-ce que c'est compliqué de s'adapter très rapidement à un marché qui change rapidement quand on a une plus petite structure? Alors je pense qu'on a la chance d'être trois quand même maintenant, avec mon papa, Romain et moi. Évidemment que nous, on se tient un peu plus au jus de ce qui se passe actuellement, donc on a la chance de partager tout ça, puis de pouvoir mettre des plans d'attaque ou bien des plans de changement, etc., lors de repas, lors de séances internes, finalement, quand ça s'y prête. Mais c'est vrai que les idées fusent, finalement, plus on a d'idées. Alors, pas toujours bonnes, évidemment, mais c'est vrai que pour ça, on est relativement chanceux. Puis, efficace, ce serait un peu prétentieux de le dire, mais je vais le dire quand même un petit peu, quand même efficace. Et puis, la mise en place d'un système de formation fait partie de nos points culminants. Maintenant, on est surtout dans les domaines de la technologie, notamment l'électricité, on a besoin de se former, de se mettre au jus, donc on essaie de mettre des systèmes de formation en place, quitte à investir un petit peu, mais voilà, c'est vraiment un investissement long terme qu'on fait par rapport à ce sujet, que je pense qui est important. Je vais être très franc, moi j'habite pas très très loin de chez vous, et il m'est déjà arrivé, en me baladant, en passant devant chez vous, de me dire, mais peut-être que je pourrais mettre des panneaux solaires chez moi, mais je suis locataire, mais ça me semble compliqué. Il y a des solutions qui existent comme ça ou pas? On en parlait un peu plus tôt, mais j'aimerais qu'on creuse un peu ce sillon-là. Alors là, je vais mettre la balle dans le camp des régies surtout, parce que on peut dire que c'est surtout via eux qui vont essayer de vendre le produit, on va dire, les nouvelles installations aux propriétaires. Et après, malheureusement, ça reste quand même du sort du propriétaire d'accepter ou non en décision finale. Mais on va dire qu'il y a des systèmes de pression qui peuvent exister, j'imagine. Donc il n'existe pas, des petits panneaux solaires qu'on peut mettre, sur son balcon, j'en sais rien, pour les locataires.
Non, alors c'est compliqué parce que c'est quand même une installation à faire et puis souvent on va avoir un problème d'exposition en faisant quelque chose d'à peu près. Donc on va devoir quand même passer par un système d'études qui rend les installations, les installations pérennes et efficientes. Voilà. Et donc les leviers pour les locataires auprès des régies, c'est quoi? C'est de dire bonjour, mettez du solaire, merci, signez le locataire. Vous pourriez essayer d'envoyer ça. Après, ça dépend du type de propriétaire de nouveau, parce qu'un institutionnel ne va pas forcément fonctionner pareillement qu'un privé. Mais soit vous arrivez à avoir contact directement avec le propriétaire en disant, il y aurait peut-être même possibilité qu'on regarde comment est-ce qu'on peut répartir la charge. Ou alors passer par la régie et puis voir ce qui se passe. Je me suis souvent un peu moqué, gentiment, dans cette émission, des recommandations très officielles de la Confédération pour cet hiver, à savoir le couvercle sur l'eau des pâtes, mettez un pull et ma préférée, prenez des douches à plusieurs. Vous en pensez quoi, vous qui êtes professionnel de l'électricité, de ce type de recommandations? Elles sont vraiment efficaces ou c'est parce qu'il fallait des recommandations? On pense qu'il y a un système de recommandation qui est fait beaucoup pour l'image, faut pas se mentir. Par contre, on peut voir aussi que chaque petit geste de chacun peut avoir un grand impact si tout le monde s'y met en même temps. Et le problème, ça va être de changer les mentalités. Et maintenant, alors c'est vrai que ça s'est fait maintenant dû à l'Ukraine et qui a accéléré le mouvement, c'est sûr. Mais la vérité, c'est que c'est maintenant qu'il faut qu'on commence à changer les mentalités. Et puis c'est notre génération qui doit fonctionner de manière beaucoup plus renouvelable et pérenne sur le long terme. Et le bon aurait dû être fait depuis un moment déjà. Oui. Je proposerai à ma voisine de prendre une douche avec elle alors. Si effectivement elle est dans ce sens-là. Morgane Tinguely, je vous demande pas qui vous prenez des douches, mais je vous demande quand même votre réaction sur ces questions-là, sur ces notions-là dont on parle. En fait, le peuple a décidé il y a déjà quelques années, puisqu'on avait voté pour la stratégie énergétique 2050, donc qui prévoyait sur le papier de très belles actions pour typiquement aux énergies renouvelables, pour mettre en place tout ce qu'il faut pour se passer notamment du nucléaire et puis d'autres énergies. Le problème, c'est qu'on l'a pas fait, et maintenant on se retrouve dans une situation qui est compliquée. Donc le plan, il existe, il faut juste l'appliquer, et c'est ce qui est en train de se passer maintenant gentiment, parce que la Confédération met justement des pressions sur certains secteurs pour avancer plus vite, et aussi facilite justement cette transition, et a pris conscience de la situation, et il y a vraiment une action qui est en train de se mettre en place. Morgane Tinguely qui nous disait un peu plus tôt, il faut que les entreprises se préparent à l'année à venir. Vous êtes d'accord avec ça ? De se préparer c'est-à-dire que ça va continuer à être compliqué en matière énergétique. Oui, de toute façon, on va pas vers les beaux jours, on va dire là-dessus. C'est-à-dire, plus ça va avancer, plus on aura de normes, plus on aura de restrictions, puis c'est pas terminé. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les taux vont se resserrer, ce qui est normal, on en est conscient. Donc après, ça, c'est notre boulot, par contre, de mettre tout en œuvre pour être prêt le moment venu et même anticiper les restrictions futures, finalement. Et surtout, ça conforte un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut quand même prendre au bout d'un moment le bout par quelque part. Donc, il faut commencer petit, puis voilà, c'est quand même un gros changement. Donc, mais il faut commencer petit à petit. Et maintenant, c'est ce que je disais, mais c'est les institutionnels genevois, donc l'État de Genève, la ville et autres, essayent justement de mettre l'accent aussi pour montrer l'exemple finalement à tout le peuple genevois. Et moi, je terminerai avec une recommandation très personnelle. Quand vous chargez votre téléphone, smartphone, vos écouteurs sans fil, ça utilise 20% d'énergie en plus. Donc, branchez-le. Ça ne changera pas grand-chose pour vous, mais ça changera beaucoup de choses pour l'énergie. Romain Chuard, Léo Chuard, vous êtes les co-directeurs de Chuard Électricité. Merci beaucoup d'être venus nous voir. Merci à vous pour l'invitation. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Comment nos montres locales peuvent-elles innover ? Eh bien, elles le font. La preuve avec le fondateur d'Oligo Watches. Bonjour Olivier Gaud. Bonjour. Et bonjour Yvan Monet. Bonjour. Vous êtes quant à vous le fondateur de Yvan Monet, enfin de Y-Monet, c'est .ch, c'est le site internet pour les montres Yvan Monet, effectivement. Alors, les montres, merveilleux cadeau de Noël, on est dans la dernière ligne droite, ça peut être une excellente idée, des montres très, très différentes, mais toujours avec l'idée d'innover, hein, justement. On va peut-être démarrer alors avec vous, Yvan Monet. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, vos montres ? Mes montres, elles ont une particularité sur le marché, c'est que c'est les seules qui sont issues d'une forme pentagonale. Pentagonale, c'est-à-dire, je vais vous demander Avec juste de vous rapprocher 5 un petit peu côtés. de votre micro qu'on vous entende un peu mieux, 5 côtés donc. Voilà, qui ont 5 côtés, et puis j'ai retravaillé cette forme qui n'est pas forcément très sexy à la base pour en faire quelque chose d'assez agréable et bien proportionné. Mais elles sont très jolies et elles ont l'air, alors j'ai vu sur internet, mais elles ont l'air aussi assez agréables au toucher, ce qui effectivement n'est pas gagné quand on a une forme pentagonale. Voilà, c'est effectivement, c'était le principal travail a été de faire d'une forme qui était qui est froide, qui est très géométrique, à faire quelque chose d'un peu plus sensuel, qu'on a envie de toucher,
et puis qui remplit la fonction pour laquelle elles sont faites, ça veut dire donner l'heure en un coup d'œil. Et chez Oligo Watches, Olivier Gau, on n'aime pas Ouais. s'embêter avec les chiffres. Non, exactement. La simplicité, être très épuré, c'est ça vraiment la clé du design Oligo. C'est-à-dire, Avec, pour expliquer ce que je dis, il y a les aiguilles, mais il n'y a pas de chiffres sur le cadran. Exactement, voilà. C'est revenir à l'essentiel. Alors, comment ça a démarré tout cela? Je me demande si on va retrouver des différences dans vos histoires. Vous avez la parole, Olivier Gau, gardez-la. Bah, en fait, moi, Oligo, c'est un vieux rêve, c'est un grand rêve qui se réalise aujourd'hui. C'est un projet que je porte depuis plusieurs années, que j'ai toujours construit à côté de mes différents emplois. Et puis l'année dernière, le projet était suffisamment mature, moi aussi, et puis j'ai été également suffisamment malheureux dans mon job pour dire ok, alors maintenant on y va. Et sans regret, donc. Aucun. Est-ce que, sans donner l'employeur, c'était quoi votre job dans lequel vous étiez si malheureux? Je travaillais dans le milieu de l'horlogerie, voilà, dans un grand groupe. Ah oui, ok. Un grand groupe, et vous êtes dit, allez, tant pis, je vais faire mon trou. Voilà, exactement. Et c'est ce qui se passe. Et pour vous, Yvan Monet? Moi, ça s'est créé un petit peu par hasard. J'étais en recherche d'emploi. Je cherchais à créer un book de création pour retrouver quelque chose. Et en voulant faire quelque chose d'original, j'ai commencé à regarder ce qui existait comme montre. D'un coup, j'ai vu que personne n'avait fait de la montre pentagonale. Je me suis dit, j'essaye. Et puis, après pas mal d'itérations, j'ai réussi à sortir une forme qui me plaisait. Puis, chemin faisant, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être pas mal d'essayer de les commercialiser. Et puis, j'ai commencé comme ça. Et comment ça se passe quand on a des concurrents qui sont justement des grands groupes, mais ça, je vous l'apprends pas, et qu'on vend des montres à plusieurs milliers de francs tout de même? Je veux dire, c'est pas des flic-flacs. Et tant mieux d'ailleurs, hein, parce qu'il faut de la place pour des belles montres comme les vôtres. Mais est-ce qu'on n'a pas un désavantage concurrentiel finalement? Moi, je pense pas. Je pense que, disons, si l'approche est suffisamment honnête, suffisamment différente, il y a de la place pour tout le monde sur le marché de l'horlogerie. C'est un grand marché, on le voit. Et puis, justement, se différencier, ça laisse de la place. Et les grands groupes ont des avantages et des inconvénients que les petits indépendants n'ont pas. C'est quoi, la notion peut-être d'agilité? Principalement, et puis aussi la rapidité de décision, de pouvoir changer. Et puis tout simplement le fait d'être complètement indépendant dans nos décisions. Mais qui achète vos montres? Parce que celles et ceux qui veulent être collectionneurs vont acheter des marques qu'on connaît un peu plus, sans vouloir vous faire offense évidemment. Celles et ceux qui cherchent une montre peu chère vont se diriger vers d'autres marques. Alors qui va acheter peut-être du Yvan Monet, à part les fans de forme pentagonale évidemment? Des fans de forme pentagonale, il n'y en a pas forcément beaucoup. Il faut les créer. Et puis après, c'est des gens qui cherchent à se démarquer, à avoir un produit qui est différent au poignet. C'est souvent des gens qui font pas le culte de la marque. On est quand même... Moi, c'est un constat que je fais sur le marché horloger et dans beaucoup d'autres marchés, c'est qu'à l'heure actuelle, les acheteurs sont très influencés par la marque, par l'image marketing. Et le produit passe souvent en second. Donc c'est d'abord la marque et après le produit. Que vous dites, moi c'est le produit d'abord. Voilà, c'est exactement ça. D'ailleurs, vous avez une montre à chaque main, je remarque. Et oui, effectivement. On peut peut-être les montrer à l'image. Voilà. Et puis on va d'abord montrer alors celle d'Yvan Monet. Ah, on est quand même à quelques jours de Noël, donc allons-y alors. Voilà, donc c'est mon modèle phare qui est sport, étanche à 200 mètres. Ça permet d'aller se baigner. C'était un peu la montre que je voulais pour moi, qui me permette de faire du sport, qui soit facilement lisible. Et puis que ce soit vraiment une tool watch qui passe autant bien quand on est en jeans ou en short qu'en costume cravate. Le produit très polyvalent. Celles et ceux qui nous regardent en ce moment sur One TV et sur YouTube auront vu votre montre. Place à vous donc, Olivier Gau. Je pense bien que vous avez une des vôtres au poignet. En l'occurrence, ça tombe Nora bien. Felpoint. Oui. Donc voilà, les montres Oligo. Donc c'est vraiment des formes très simples, très pures, avec une touche de magie, avec des aiguilles qui flottent, qui sont pas reliées au centre. Je ne sais pas si on peut faire un petit Je vais la prendre. Voilà. Noah, si je montre ici, je demande, on fait tout ça en direct évidemment. Voilà, elle flotte. Ah oui, effectivement. Vous faites ça comment? Ah, secret. Ah, c'est ça la magie aussi. Hein. Eh ben, on va continuer de saupoudrer cette émission de magie dans quelques instants sur Radio Lac et sur One TV, bien sûr. C'est le dernier Parlons Économie de l'année. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Comment nos montres locales peuvent-elles innover? Des éléments de réponse avec Yvan Monet, le fondateur
d'Yvan Monet et Olivier Gault, le fondateur d'Oligo Watches. On parle montre évidemment pendant ces fêtes de fin d'année, un cadeau qui fait plaisir pendant très très longtemps. Et puis des montres Swiss Made. Alors ça fait toujours bien d'avoir le petit stempel Swiss Made, mais quand on est à Genève en Suisse, évidemment que on pourrait penser que c'est logique. Ça l'est pas forcément, Yvan Monet. Non, loin de là. La production est de plus en plus internationalisée. Il y a un petit peu partout, sauf sur les montres d'extra luxe. Autrement, voilà, il y a des petits indépendants comme nous qui avons mis une grosse part d'énergie à produire localement. La production locale a un gros avantage, c'est la souplesse, c'est la qualité du travail qui est assez exceptionnelle. Ça permet de travailler avec des séries qui sont beaucoup plus petites que quand on va à l'étranger. C'est pas le même volume. Non, J'imagine. non, exactement. Et puis après, un autre avantage, si je peux rebondir, c'est aussi les contacts avec les fournisseurs. Disons, si on a quoi que ce soit, un souci, on y va directement, on va les voir, on va voir la production, on peut tout surveiller. Alors que si c'est en Asie, etc., prendre un vol pour aller dans une grosse usine, c'est toujours plus compliqué. Donc c'est 100% Swiss Made pour vous, pour vos montres. Alors pour Oligo, à 99,9%, oui. Voilà, en fait, l'ADN de la marque et puis ma démarche, c'était de faire des montres qui soient design et différentes et en même temps qui soient éthiques et co-responsables. Dans le sens où j'utilise justement que des fournisseurs locaux, entre Genève, la Suisse romande, et des matériaux qui sont le plus possible éco-responsables, comme de l'acier recyclé, pour toute la partie acier de la carrure, lunettes, fond, et des bracelets en fait qui sont vegan sans PVC, et eux, ils sont produits en Italie. Et Yvan Monet, vous me disiez que, ça je l'ignorais, il faut 60% de production suisse pour avoir un produit Swiss Made. 60% de la valeur du produit. D'accord. Donc avec des productions étrangères, c'est très vite obtenu, ces 60%. Mais donc ça veut dire qu'il faut avoir une démarche entrepreneuriale qui est celle que vous avez fait tous les deux pour se dire, non, moi je veux un produit qui soit vraiment Swiss Made. Voilà, il faudrait qu'il y ait un vrai label qui soit fabriqué en Suisse ou je ne sais quoi, qui certifie que le 100% de la tête de montre, ou en gros tout ce qu'on peut soit réalisé en Suisse. Et est-ce qu'il y a des inconvénients finalement à faire produire en Suisse? Que l'on a parlé des avantages, mais peut-être la notion de prix. Je sais pas. Sans doute d'autres. Peut-être, C'est disons, le prix qui est pénalisant, ça c'est clair. Après, le service est exceptionnel. À Genève, il y a peu de gens qui s'en rendent compte, mais il y a un réseau de sous-traitance horlogère qui est absolument fabuleux, avec des compétences qui sont très rares. Et ce que disait Olivier, c'est exactement ça, c'est qu'il y a une souplesse. On peut aller voir des entreprises qui sont force de proposition, où ils vont nous amener des petites astuces, des petites aides créatives, des idées. Et il y a un travail qui est très très proche, tandis que voilà, quand on travaille avec l'étranger, il faut arriver avec des dossiers techniques qui sont blindés. Il y a souvent plus d'itérations au niveau du prototypage. Le savoir-faire qu'il y a dans la région est assez exceptionnel. Et on est le faire savoir pour vos marques. Est-ce que vous avez une base qui aujourd'hui est suffisante? Est-ce qu'il faut aller chercher les clients en disant regardez, on est différent? alors, là, je parle pour moi en tout cas. Oligo, c'est une marque toute S'il vous jeune. J'ai lancé en février cette année. Ouais. Donc là, je suis vraiment en pleine phase de brand awareness, comme on pourrait dire. Donc oui, il faut se faire connaître, il faut aller participer à des événements, faire de la pub, etc. Donc ouais, ça c'est un gros boulot. Mais après, voilà, de nouveau, si l'approche est différente, si le produit est différent, il y a de plus en plus de collectionneurs, de personnes qui cherchent des nouvelles marques indépendantes, des choses différentes, qui ont de l'intérêt pour ça. Et Yvan Monet? Moi, effectivement, construire un produit, c'est quelque chose, dans du métier, c'est relativement facile. Par contre, le côté communication, se faire connaître, tout l'aspect marketing, c'est des investissements qui sont colossaux. Et moi, j'en souffre un petit peu, malgré une notoriété qui se fait quand même relativement correctement. Je rencontre souvent des gens, quand je montre les produits que j'ai faits, qui disent « Ouais, je l'ai déjà vu à quelque part », mais ils sont incapables de mettre un nom de marque dessus. On n'a pas encore entendu Morgane Tinguely et sa montre d'ailleurs sur cette question. Non, moi, ce qui m'a
ce que j'aimerais souligner, c'est que construire un savoir-faire, c'est compliqué. Une réputation, un écosystème finalement au sein de Genève qu'on peut trouver. Et ce qui est le plus complexe aussi, c'est qu'aujourd'hui, la compétitivité genevoise et suisse, elle est vraiment challengée autour du monde, ne serait-ce que sur des questions énergétiques, parce que des coûts qui ont considérablement augmenté. Il y a dans d'autres pays où ça coûte moins cher, où l'énergie est moins chère, à commencer par les États-Unis qui nous en vendent. Mais ça, c'est une autre question. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est précieux, que c'est un système qu'il faut absolument pouvoir conserver et préserver, parce qu'on met du temps à le construire. Ça, c'est ce qu'on a fait depuis longtemps, mais on peut rapidement le perdre. Ces deux marques, donc, à bien garder en tête. Et comme ça, quand vous croiserez Yvan Monet, vous pourrez dire « Je sais, j'en ai déjà entendu parler, c'était sur Radio Lac ». Donc, le fondateur d'Yvan Monet, Yvan Monet, et le fondateur des Oligo Watches, Olivier Gau. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous voir. Merci à vous. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Comment est-ce que les jeunes aident les océans, à moins que ça ne soit l'inverse? C'est ce qu'on va voir avec Stéphanie Sternon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de Pacific. Qu'est-ce que Pacific? C'est une structure d'ailleurs assez particulière. Alors Pacific, c'est une organisation qui a été créée à Genève il y a 20 ans. Donc on fête nos 20 ans cette année, avec une structure hybride association-fondation, mais c'est pas ça qui est le plus important, c'est ce qu'on fait, la mission, qui est de contribuer à une meilleure compréhension de l'impact des hommes sur les océans. Et puis la manière dont on remplit cette mission, c'est en organisant, en menant des expéditions pluridisciplinaires à bord de nos 2 gros voiliers. Et les différentes disciplines qui sont menées sont la science, le socio-éducatif et la sensibilisation artistique. Voilà, qui sont donc les 3 axes, les 3 volets effectivement de Pacific.ch, comme ça on donne en même temps le site internet. Juste avant, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, vos voiliers, il y a Fleur de Passion, il fait 33 mètres par exemple, hein, qu'on comprenne bien, c'est pas les petits bateaux qu'on loue l'été sur le Léman. Oui, ce sont des gros voiliers, on a une goélette en effet, et un ketchoric. Ce sont des voiliers qui peuvent accueillir jusqu'à 14 personnes qui ont vocation à naviguer sur les océans autour du monde et en emmenant un équipage conséquent à bord. Mais alors très concrètement, c'est-à-dire que ça fonctionne comment? On prend des jeunes qui peut-être sont en difficulté, se posent des questions, puis on dit « allez viens, on va aller sur un voilier ». Ça marche comme ça? Alors presque. Donc on travaille avec nos partenaires. On est devenu agréé des partenaires placeurs du canton et de la ville de Genève et aussi des autres cantons romans. C'est-à-dire qu'on propose en fait un programme de réinsertion à des jeunes qui sont en rupture, soit scolaire, soit sociale. Donc on va de l'adolescent qui ne va plus à l'école à celui qui est déjà en prison. Et on leur propose de monter à bord, de préparer l'embarquement avec eux, de monter à bord pour un séjour de 2 à 3 mois, et puis de faire un suivi pour s'assurer qu'il y ait une reprise d'activité derrière. Reprise d'activité, de toute façon on revient avec un nouvel univers qui s'est ouvert à nous. Donc j'imagine que ça change aussi beaucoup la reprise d'activité. Oui, l'idée c'est qu'en fait, alors certains n'aiment pas toujours le terme, mais qu'on leur offre un séjour de rupture. Donc ça veut dire de sortir du cadre de vie qui est souvent toxique pour eux, pour leur permettre en fait de réapprendre les bases. Dormir la nuit, vivre la journée, manger à des heures régulières et apprendre à revivre en société, en fait, dans un univers un petit peu clos. Oui, c'est un microcosme, un bateau, de toute façon. Tout à fait. Donc, c'est réapprendre les règles de base d'une vie en société, tout simplement. Et ça a démarré comment, cette aventure Pacific ? Alors, ce sont une bande de copains autour d'un verre de bière qui avaient une passion commune pour les océans, la voile, et d'emmener aussi d'aider des jeunes en les emmenant à bord, il y a 20 ans. Et il y a combien d'expéditions qui se font si les expéditions durent plusieurs mois ? Alors les expéditions, elles durent même plusieurs années. Donc on a eu une première grosse expédition en 2015 qui était sur les traces de Magellan. On a fait le tour du monde, on est parti 500 ans après lui. Et puis on a une expédition en cours qui s'appelle The Arctic Expedition, qui a l'objectif de faire le tour de l'Arctique en 5 ans. Et donc, je comprends bien l'intérêt pour les jeunes, mais ils font quoi là-bas ? C'est-à-dire qu'il y a un aspect aussi scientifique, on l'a dit. Alors en fait, le caractère unique de nos expéditions, c'est qu'elles sont pluridisciplinaires. Donc on propose nos bateaux comme une plateforme océanographique à nos partenaires scientifiques qui mènent des programmes scientifiques à bord de nos bateaux. Donc ils utilisent en fait des outils de pointe qui sont sur les bateaux. Ils peuvent venir à bord et ils
profitent des latitudes un petit peu extrêmes sur lesquelles on navigue pour pouvoir faire des prélèvements ou des échantillonnages. Les jeunes participent à ces programmes à bord. Et le troisième volet de sensibilisation artistique, c'est qu'on offre une résidence aux artistes qui participent avec tout ce petit monde ensemble aux expéditions qu'on mène. Et ils font quoi? Parce qu'une résidence artistique, en général, c'est qu'on vient proposer un spectacle ou quelque chose comme ça? Alors, ce sont des artistes, en général des peintres, des dessinateurs, des graveurs, des BDistes qui créent à bord, qui mènent des ateliers avec l'équipage et qui, une fois qu'ils sont rentrés ici, proposent en fait des activités de sensibilisation pour toucher un public un peu plus large, que ce soit des enfants, des ados, des entreprises, et parler et aborder les problématiques pacifiques qu'ils ont vécues à bord. Et ça marche? Quel retour d'expérience? Alors oui, c'est assez sensationnel en fait, parce qu'en 20 ans, c'est déjà une longue durée de vie pour une association qui, comme je vous le disais, est partie d'une discussion entre copains autour d'un verre. Et puis, il y a un retour assez fantastique. Il y a une relation de longue durée avec des partenaires scientifiques. On a une vingtaine de jeunes qui partent avec nous chaque année. Donc, sur les 15 dernières années, ça fait que ça commence à compter. Les artistes adorent tellement ces expériences qu'ils se sont même mis un collectif pour organiser cette résidence d'artistes et pérenniser ce projet. Donc, oui, on peut dire que c'est une activité qui est assez remarquable. Bon, on prend le large, mais on se retrouve dans quelques minutes. Vous restez avec nous Bien sûr. pour la dernière partie de cette émission. À tout de suite. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Comment est-ce que les jeunes aident nos océans, ou plutôt comment les océans aident nos jeunes? Toujours avec la directrice de cette belle association Pacifique.ch, Stéphanie Stiernon, toujours en notre compagnie. Alors, on a bien compris les différents volets de ces expéditions. Très concrètement, alors, elles se déroulent comment? J'aimerais qu'on revienne un petit peu au début, au moment où on dit à ces jeunes, d'ailleurs, quels sont les critères pour dire à quelqu'un, viens pendant plusieurs mois faire une expédition avec nous? Alors, comme je vous l'expliquais, en fait, ce sont les services placeurs qui nous consultent pour nous proposer ou nous demander si un jeune pourrait venir à bord de Pacifique. Ce sont des dossiers pour vous? Alors, non, ce sont des êtres humains qui sont des adolescents, en fait, à partir de 14 ans jusqu'à 18 ans. Donc, on travaille essentiellement avec des mineurs, enfin, principalement avec des mineurs, et qui nous sont envoyés, on va dire, par le tribunal des mineurs, le SPMI ou alors le DIP au travers de la loi FO18, qui est la formation obligatoire jusqu'à 18 ans. Mais ça coûte cher, ce genre d'expédition. Vous êtes financé comment? Alors, on a différentes sources de financement. On fonctionne beaucoup avec des levées de fonds et des recherches de fonds, des fondations philanthropiques, des entreprises, des mécènes. On travaille aussi en partenariat, comme je vous l'ai dit, avec des équipes de scientifiques, avec des partenaires institutionnels justement pour le placement de ces jeunes. Donc c'est aussi une source de financement. Et finalement, on offre des prestations. Donc on ouvre plusieurs fois par an des places d'équipiers à bord pour des gens qui ont envie de venir vivre une aventure extraordinaire et soutenir Pacifique par la même occasion. En tant qu'équipier, on propose des conférences en entreprise pour les entreprises qui nous soutiennent ou qui veulent nous soutenir. On a quelques produits de merchandising, on a des beaux ouvrages qui ont été faits par les artistes qui sont venus à bord. Voilà, c'est toute une série de choses qui nous permettent de vivre. Vous pouvez aller d'ailleurs sur pacifique.ch puisque vous pouvez devenir sponsor d'une expédition. Il y a toutes les informations qui sont sur votre site. Alors Pacifique aujourd'hui et donc depuis 20 ans cette belle plateforme. L'avenir, vous le voyez comment? Est-ce que d'ailleurs le fait qu'aujourd'hui on soit un peu plus sensibilisé, en tout cas j'ai le sentiment, au réchauffement climatique, aux choses comme ça change aussi un petit peu la perspective que vous avez dans vos expéditions ou ça n'a rien à voir? Oui, évidemment, c'est quand même notre mission principale qui est la contribution à une compréhension de l'impact des hommes sur les océans. Donc forcément, ça reste notre fer de lance. Donc on a toujours un programme scientifique qui est un petit peu le fil conducteur ou le fil rouge de nos expéditions. Aujourd'hui, on a cette expédition en Arctique avec un programme scientifique qui est The Arctic Change, mené en partenariat avec l'Université de Genève, la Faculté des sciences de l'Université de Genève. La prochaine expédition qui démarrera en 2025, eh bien, on est aujourd'hui avec tout le staff Pacifique et avec les membres du conseil et du comité en train de commencer à brainstormer sur quel sera le prochain fil conducteur. Est-ce qu'il sera autour d'une thématique environnementale ou autre? Ça, c'est pas encore défini, mais c'est déjà
Voilà, on est C'est déjà en dans la train d'y tête. réfléchir. Voilà. Ouais. Pacifique.ch, très belle association, mais au sens large, fondation, enfin, on pourrait presque utiliser le terme qu'on veut, mais en tout cas, entité qui permet de faire du socio-éducatif, du scientifique, de l'artistique, et tout ça sur des bateaux, c'est quand même formidable. Vous en êtes la directrice, Stéphanie Stierno. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci à vous. Et bon vent. Merci. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à Noah Sherman pour la réalisation, Nicolas Grangier pour la préparation. À vous de l'avoir suivi comme vous avez suivi toutes les émissions cette année. On se retrouve début janvier pour une nouvelle année de Parlons économie. Passez de très belles fêtes. One TV, programmé VOD sur onetv.ch.